Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors avant de commencer, juste petite précision, c'est ma première chaîne, ma première vidéo, donc s'il vous plaît, beaucoup d'indulgence et de bienveillance. Juste pour préciser, donc là, le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être comment augmenter sa bankroll en partant de 0 € et sous-entendu sans avoir à se faire un seul versement sur un site de poker. Donc à qui s'adresse cette vidéo? Ça va s'adresser principalement soit à des joueurs complètement débutants qui ont envie de se mettre au poker, notamment au poker en ligne, je ne joue qu'au poker en ligne, et ça peut aussi s'adresser à des joueurs qui jouent peut-être depuis des années, mais plus en mode loisir, qui mettent 10, 20, 30 euros dans le poker et qui aimeraient bien ne plus avoir à faire de versement, donc à passer sur un suivi un petit peu plus rigoureux. Donc c'est un petit peu les deux types de publics à qui ça s'adresse. Les gens qui savent déjà ce que c'est que la gestion de bankroll et qui la pratiquent au quotidien, vous pouvez toujours regarder la vidéo, ça me fera plaisir, mais je suis pas sûr que vous apprendrez énormément de choses. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu juste ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu quel est le but de ma démarche, pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo et d'autres vidéos par la suite. Ensuite, je vais vous montrer donc mon parcours et mes résultats, que vous sachiez quand même un minimum d'où je vous parle, pourquoi je me permets de faire cette vidéo. Ensuite, on verra, on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir qu'est-ce que la bankroll, à quoi sert la BRM, donc la bankroll management, ou la gestion de bankroll, et quelle gestion de bankroll adopter. Enfin, on verra à quel moment il est préférable de choisir de monter de limite ou de descendre de limite. On va voir juste quelques outils qui permettent de suivre sa bankroll, c'est assez simple, donc ça ira assez vite, et on conclura cette vidéo. Alors, je vais commencer par vous présenter le but de ma démarche. Donc, tout d'abord, l'idée c'est de partager l'expérience. J'ai beaucoup appris pour ma part de la diversité des contenus. Alors, il y a plein de contenus, on va dire officiels qui sont et de contenus gratuits officiels qui sont super. Je pense à Kill Tilt notamment, Winamax School, Improve Your Poker. Il y a plein de streams, de pros, enfin, il y a énormément de joueurs. Donc, il y a énormément de contenus. Pourquoi moi j'ai envie de faire le mien, c'est que j'ai pas mal appris de contenu, y compris de personnes qui donnaient des conseils qu'aujourd'hui je jugerais mal avisés. Pour prendre un exemple, au début je jouais les Double or Nothing et je suis tombé sur quelques vidéos où la personne conseillait de limper toutes ses pocket pairs et d'ouvrir à 5 big blinds toutes ses mains premium. Donc je pense que c'est un très mauvais conseil. Alors peut-être que c'est pas mal sur les plus basses limites, les 50 centimes, les 1 €, mais c'est quelque chose qui m'a permis en tout cas moi de comprendre comment les autres joueurs jouaient. Quand je voyais quelqu'un ouvrir avec 5 big blinds, bon, c'était génial pour moi parce que je savais qu'il avait une main forte et je pouvais m'adapter en conséquence. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir un petit peu tous les points de vue. Ça permet de comprendre un petit peu comment joue le field au poker et c'est quelque chose de primordial. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, ça va être que je pense que c'est important d'expliquer pour à la fois pour se tester, pour tester ses connaissances et pour apprendre. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'enseignement dans l'idéal. Et là, une vidéo tuto par procuration pour soi-même être sûr qu'on est au clair avec les concepts. Et le simple fait de préparer la vidéo, ça permet de retravailler des choses. Donc c'est d'un point de vue strictement égoïste, c'est pour moi très intéressant de faire cette vidéo et peut-être cette série de vidéos. Donc d'ailleurs, je précise, je serais intéressé pour faire du coaching débutant. Alors j'ai pas le niveau pour si vous jouez les 10-20 €, vous êtes gagnant sur les 10-20 €, j'ai même 5 €. Même si je joue ces limites-là, je pense pas avoir un niveau un edge suffisamment élevé pour que ce soit intéressant pour vous. Par contre, pour les débutants, moi, ça m'intéresserait beaucoup de faire du coaching et du coup gratuit, parce que je fais ça de manière égoïste, justement pour expliquer, pour mieux apprendre et me clarifier avec certains concepts. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me faire signe. Alors donc rapidement je vais vous parler de mon parcours, donc je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ça fait un peu plus d'1 an que je joue au poker, et je partais de 0, on va dire de 0,1, je connaissais les combinaisons de cartes, donc je savais ce que c'était un full par exemple, euh, mais par exemple je savais pas ce que c'était que le bouton, je savais pas dans quel ordre on jouait, on parlait, et j'avais une seule expérience de poker en ligne, j'étais rentré, ça devait être il y a 15 ans je pense, et j'étais rentré complètement bourré de soirée, et c'était une époque où il n'y avait pas de restriction sur le moment où on peut créer un compte, faire un versement et le moment où on peut jouer. Donc du coup, j'avais pu mettre 100 € sur un site et aller jouer directement en cash game.
Bon voilà, autant vous dire qu'à 3 grammes, après 3 mains, j'en avais marre de pas avoir de jeu, donc j'ai fait tapis avec 5-3. J'ai été payé, j'ai tout perdu. Voilà, donc c'est ma seule expérience du poker en ligne jusqu'à janvier 2020. Donc ensuite j'ai découvert le poker un petit peu par des vidéos et j'ai vraiment regardé une tonne de contenu en ligne. Ça m'a vraiment éclaté, je me suis passionné pour le jeu. Je le voyais vraiment comme un jeu de mind reading, on va dire, ce qui est voilà, juste essayer de voir est-ce que ton adversaire bluffe ou pas. Et en fait, non, il y a énormément de maths et je kiffe les maths. Il y a les maths, de la logique, des cartes, donc plein de choses que j'aime bien. Et du coup, je me suis vraiment passionné pour le jeu. Donc, avant même d'y jouer, j'ai dû passer, je pense, 2 ou 3 semaines à regarder une tonne de vidéos, m'éclater là-dessus. Et donc finalement ensuite j'ai franchi le pas et je me suis créé un compte sur Winamax et j'ai commencé à jouer donc les free rolls, MTT et Sit and Go, donc les trucs où tu gagnes uniquement quelques centimes, mais qui m'ont permis de monter une bankroll progressivement parce que bon j'avais pas beaucoup de thunes à l'époque et je me méfiais quand même un petit peu de mon risque de vouloir me refaire ou des choses comme ça, même si c'est pas présenté par la suite. Donc du coup je me suis dit dès le départ je mettrai jamais un centime sur un site de poker, quoi. Donc du coup j'ai commencé par les free rolls, ce qui m'a permis de monter une bankroll. Et puis au fur et à mesure ça a bien marché, donc je suis passé sur les double or nothing quand j'ai eu une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros peut-être. Et donc j'ai joué les double or nothing jusqu'à atteindre 300 euros et ensuite je suis passé au MTT que je joue depuis septembre maintenant. Et donc aujourd'hui je joue donc exclusivement des MTT sur les buy-in de 2, 5 et 10 euros. Voilà. Donc, juste pour vous montrer l'évolution un petit peu des résultats. Alors là, vous pouvez retrouver, moi en fait, sur mon pseudo sur Winamax, c'est Jojo Chamallow, tout attaché avec un seul L. Par contre, j'ai découvert une option sur Winamax il n'y a pas longtemps qui permet de désactiver le fait qu'on voit son pseudo, enfin ses résultats sur Sharkscope. Donc en fait, vous avez que ceux que mes résultats de 2020. Ceux de 2021 n'y apparaîtront pas parce que j'ai fait ça début janvier. Il y a également quelques écarts entre le graphique que je vous montre là et ce que vous verrez, parce que j'ai récupéré via, je crois que c'est le rakeback on appelle ça comme ça. C'est que de temps en temps avec des miles, j'ai pris, en fait avec des points de fidélité que j'ai gagnés sur Winamax, je peux avoir des tickets gratuits. Et du coup, ça veut dire que les tournois me coûtent pas ce qu'ils me devraient. Et donc ça, je pense pas que ça ressorte sur Sharkscope. Et ensuite, j'ai profité un peu de toutes les offres de fidélité de toutes les autres rooms. Je voulais essayer aussi les PokerStars, les choses comme ça, pour voir celle avec laquelle je me sentais la plus à l'aise. Et du coup, j'en ai profité pour faire quelques gains sur d'autres rooms que j'ai récupérés. Donc voilà un petit peu ce qui explique la différence. Ah oui, et une dernière différence, alors même si je m'en suis jamais servi, je le précise plus par honnêteté intellectuelle, j'ai fait un versement de 100 euros au bout de 2 mois de poker quand même, parce que je voulais me mettre au cash game pour travailler mon jeu post-flop. Et j'avais lu que c'était important d'avoir suffisamment d'argent. Alors en fait, je les ai jamais utilisés, j'ai toujours été gagnant en cash game quand j'ai commencé, mais je les ai versés, je les ai toujours laissés là. Donc voilà, je le précise juste, ça n'enlève rien au fait qu'il est possible de monter une bankroll et d'arriver, en l'occurrence à 1500 euros, en partant de zéro et en ne faisant aucun versement. Et donc, comment on y arrive? Alors, évidemment, si vous voulez faire aucun versement, l'étape obligatoire, c'est de passer par les free rolls. Donc, des tournois gratuits, pour lesquels vous gagnez de l'argent réel. Alors, évidemment, vous gagnez très très peu. Donc, j'ai fait que ceux de Winamax. Donc, les Sit and Go, je crois qu'il y a 3 centimes à la gagne et on peut en faire 3 par jour. Et les tournois, il y a peut-être 12 euros à la gagne et il y a 5000 joueurs systématiquement. Donc ça demande de la patience. Alors moi j'avais pas d'objectif à ce moment-là, j'avais le temps donc ça m'a pas posé de problème, je découvrais un petit peu le jeu. Mais c'est une étape évidemment obligatoire, donc j'ai fait ça jusqu'à avoir une dizaine d'euros environ, 10 euros je crois, et pouvoir commencer à jouer les double or nothing. Dès que possible, je conseille d'abandonner les free rolls. C'est très bien au début, ça permet de se faire la main, de découvrir le jeu, mais ça ne reflète absolument pas la façon dont les joueurs vont jouer dès lors qu'il y a des droits d'entrée. Même si le droit d'entrée est ridicule, vous prenez ne serait-ce que les 50 centimes, il y a vraiment une différence totale entre les free rolls et les 50 centimes. Les joueurs passent plus leur temps à faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est abandonner vraiment les free rolls dès que vous pouvez. Moi en tout cas, ce serait mon conseil. Donc première étape, les free rolls, jusqu'à atteindre 10 euros de bankroll. Et ensuite, vous pouvez passer au double or nothing. Alors, les double or nothing, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un tournoi où
à partir du moment où vous finissez dans les X premiers, vous gagnez le double de votre mise, et tout le monde gagne la même chose. Je prends un exemple, un tournoi avec avec un buy-in de 5 euros. Il y a 10 joueurs, donc 5 joueurs sont éliminés. Dès qu'il reste que 5 joueurs, le tournoi se finit, et chacun va gagner 9 euros et des poussières. Donc c'est 5 euros plus quasiment 5 euros parce qu'il y a le rake, donc les frais que prennent la room, le site de poker. Voilà, donc c'est tout simple comme principe. Il y a quelques particularités de jeu à connaître, mais il y a pas mal d'informations sur Internet, sur des stratégies générales à mettre en place, donc c'est assez facile. Et le gros avantage de ce format-là, c'est que la variance est très très faible. Il suffit de finir dans les 5 premiers sur un tournoi à 10 joueurs, dans les 3 premiers sur un tournoi à 6 joueurs. On est très très loin de la variance des MTT, où les plus petits fields, il va toujours y avoir, vraiment les plus petits, à 70 joueurs, et ça peut monter à 3000, 4000, 5000 et plus. Donc la variance est très limitée du fait du nombre de joueurs, et aux plus basses limites, c'est vraiment vraiment pas compliqué de rentrer dans l'argent. En fait, la majorité des joueurs, ils jouent comme ça vraiment pour le fun, sans avoir de notion de poker, et sans avoir de notion de qu'est-ce qui va leur faire gagner de l'argent. En fait, en préservant un minimum son stack dans ce format, c'est sur les plus basses limites, c'est extrêmement facile de finir dans l'argent. Presque, il suffirait de rien faire jusqu'à la fin et de jouer que les mains les plus fortes, et sur les 50 centimes, vous arrivez à être gagnant. Donc c'est un moyen qui permet de monter sa bankroll, alors certes, pas très vite, parce qu'il n'y aura jamais de gros gains, mais par contre qui est extrêmement sûr. Donc ce sera déjà plus rapide que les free rolls, ça vous mettra plus dans le bain par rapport au niveau de jeu, et la variance est réduite au minimum. Donc vraiment, une fois que vous avez suffisamment avec les free rolls, je vous conseillerais de vous mettre sur les double or nothing. Et si vous voulez faire un premier versement pour vous mettre au poker, pareil, je conseillerais les double or nothing. Un autre avantage que ça a, c'est que si vous voulez passer au MTT plus tard en tout cas, si vous voulez passer au cash game, ça n'a pas cet intérêt-là, mais pour passer au MTT, ça vous apprend pas mal d'aspects du MTT, notamment le push or fold, qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit stack, la notion de satellite, il y a pas mal de concepts en fait qui sont présents dans le double or nothing et qu'on va retrouver plus tard dans les MTT. Donc vous partirez, je pense, avec un avantage par rapport à quelqu'un qui fait cash game puis MTT. Alors cash game, on va plus travailler le jeu post-flop, c'est vrai, mais on va travailler que le jeu post-flop avec 100 big blind, donc en étant très deep. Alors que le double or nothing, on va avoir des aspects beaucoup plus divers. Donc je pense que c'est intéressant, d'autant plus intéressant de commencer par ça si vous voulez passer au MTT par la suite. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez une bankroll suffisante, donc à partir même de, je dirais 100 euros, que ce soit pour le cash game ou pour le MTT, vous pouvez passer sur le format de votre choix. Moi, j'ai choisi les MTT, vous pouvez passer sur le cash game. Avec 100 euros, de toute façon, vous avez une bankroll suffisante pour jouer les plus basses limites. Donc voilà, et après, c'est parti. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc même si je pense que la majorité d'entre vous savent ce que c'est que la bankroll, je vais juste repréciser ce que c'est. C'est l'argent disponible à un instant T pour jouer au poker. Ça peut être poker en ligne et poker live, si vous jouez en live également. Donc voilà, c'est les fonds que vous avez qui vont être disponibles pour le poker. C'est une somme qui normalement est complètement indépendante de vos fonds personnels. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire même si vous faites des versements réguliers sur un site de poker ou un versement une fois par an par exemple, c'est deux choses qui sont complètement différentes, la bankroll, parce que vous allez gagner de l'argent à un moment, vous allez verser 100 euros par exemple, vous allez gagner 50 euros, vous allez en perdre 80, ce qui va rester c'est le résidu de votre bankroll. Je pense qu'il faut le voir ça comme un compte d'entreprise en fait. Pour les travailleurs indépendants, ça va leur parler. Vous avez un compte perso, vous avez un compte d'entreprise, et les deux sont complètement distincts. Donc même si au départ vous avez fait un versement avec vos fonds personnels par exemple pour faire le capital, après dans la vie courante de l'entreprise, c'est complètement distinct. Voilà, et donc par exemple si vous jouez sur plusieurs rooms, admettons Winamax et PokerStar, vous allez avoir l'ensemble des fonds disponibles. Si vous avez 200 sur Winamax, 300 sur PokerStar, vous avez 500 euros de bankroll au total. Donc là, je vais juste vous montrer quelques petits exemples pour essayer d'illustrer mon propos. Donc moi, sur la vidéo, je vais parler principalement de mon expérience, donc du fait de partir de zéro, de ne pas faire de versement et de monter une bankroll.
Mais après, donc là je vais vous montrer juste deux autres profils possibles. Il y a des joueurs, donc c'est ce que conseille Kill Tilt notamment dans son guide qui est super, c'est un guide gratuit, je vous conseille de télécharger, qui disent faites un versement une première fois de 100 €, comme ça vous avez une bankroll suffisante pour commencer à jouer les petites limites, et ensuite vous mettez plus d'argent dessus. Après, il y a d'autres joueurs qui voient le poker comme un loisir qui va leur coûter un petit peu d'argent. Ils aiment bien jouer de temps en temps. S'ils gagnent, tant mieux. S'ils gagnent pas, tant pis. Et donc, ils vont faire des versements réguliers. Donc là, j'ai pris le cas de quelqu'un qui ferait des versements de 20 € tous les mois. Donc, si on prend le premier cas, donc sur ces trois profils de joueurs, mois par mois, ils vont avoir des gains ou des pertes qui seront les mêmes pour chacun d'entre eux. Donc, quelqu'un qui n'a fait aucun versement au départ, donc il n'a pas de bankroll évidemment, il a gagné 10 € au mois de janvier, donc sa nouvelle bankroll devient 10 €. En février, il perd 5 €, donc début mars, sa bankroll passe à 5. Il gagne 40 € au mois de mars, et donc il arrive à une bankroll. Donc la bankroll, c'est toujours les fonds disponibles à un instant T. Donc au 1er avril, sa bankroll est de 45 €. La même logique va s'appliquer pour les autres joueurs. Quelqu'un qui a fait un versement initial, il a 100 €, puis il va monter à 110 avec les 10 € qu'il a gagnés en janvier, redescendre à 105, monter à 145. Le troisième profil de joueur, c'est la même logique. Voilà, quelqu'un qui va faire des versements réguliers. Donc au 1er janvier, il fait un premier versement de 20 €. Il va gagner 10 € au mois de janvier. Donc ça fait 30 €, plus 20 € qu'il va verser au mois de février, sa bankroll va monter à 50. Puis il va reverser 20 € mais perdre 5 €, donc sa bankroll ne sera que de 65. Et sa bankroll au 1er avril sera de 105 €. Donc le coût sera différent évidemment. Quelqu'un qui fait un versement initial, ça va lui coûter 100 €. Quelqu'un qui fait des versements réguliers, ça va lui coûter 60. Et quelqu'un qui ne fait aucun versement, eh ben, ça ne lui coûte rien évidemment. Sa bankroll donc n'est forcément plus faible que celle des autres, à gain équivalent bien sûr. Donc voilà un petit peu les différents types de profils. Donc ensuite, à quoi sert la bankroll management, surtout la gestion de bankroll? Alors concrètement, comment on représente la gestion de bankroll? C'est un nombre de buy-in, de droits d'entrée. Donc par exemple, admettons vous jouiez des tournois multitables, vous jouez un buy-in moyen de 3 €. Donc si vous décidez d'avoir une gestion de bankroll de 100 buy-in, ça veut dire qu'il vous faut 300 € pour jouer ce montant. Donc, si vous avez que 150 €, vous n'avez pas suffisamment pour vous prémunir contre les risques de faire faillite. Voilà, donc quand on va parler de bankroll management, on va parler de nombre de buy-in. Donc le but, c'est de minimiser les risques de go broke, c'est-à-dire de perdre tout ce qu'on avait à jouer au poker. Donc ça, c'est applicable qu'on ait fait un versement initial. Alors quand on fait des versements réguliers, on va jamais tout perdre évidemment, mais dès lors qu'on a fait un versement initial ou qu'on se dit je vais pas mettre une thune sur un site de poker, on peut faire faillite, arriver à 0 sur toutes les rooms sur lesquelles on joue, donc 0 € de bankroll, et à ce moment-là, on est obligé de repasser à la caisse, et si on n'a pas de fonds, on joue plus. Donc le but de la gestion de bankroll, c'est vraiment de minimiser, alors on peut pas empêcher à 100%, c'est impossible, mais minimiser les risques de tout perdre. Donc en ça, c'est un rempart contre la variance. Alors, pareil, je pense que la majorité d'entre vous savent ce que c'est que la variance, que ce soit en statistique ou au poker, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Juste, au cas où il y a des personnes qui ne sachent pas, je reprécise très vite, la variance, c'est un effet statistique qui fait que des fois, même si vous prenez la bonne décision au poker, donc des fois vous allez gagner, des fois vous allez perdre. Alors, ça peut bien se passer pendant un moment, mais même si vous avez 90% de chance, par exemple, de gagner un coup, c'est tout à fait possible que vous le perdiez 2, 3, même 4 fois de suite. Donc il y a des moments en fait où ça va moins bien se passer et vous allez forcément perdre de l'argent sur du court terme. Donc le poker, c'est un jeu sur lequel on peut être rentable à moyen et long terme, sans problème. Par contre, sur le court terme, tous les joueurs seront toujours perdants à certains moments. Donc en fait, c'est ça que nous dit la variance, c'est que des fois tout va bien se passer, des fois tout va mal se passer, même si vous prenez les meilleures décisions. Donc voilà, et le problème c'est que quand tout se passe mal pendant une certaine durée, si vous n'avez pas suffisamment d'argent, donc de bankroll disponible, vous allez tout perdre. Donc c'est pour ça qu'avoir une bankroll suffisante, ça permet de se protéger contre la variance et ça permet d'éviter de tout perdre encore une fois.
Alors, ce que j'explique là, ça sert à tout le monde, y compris aux personnes qui jouent en loisir. C'est pas parce que vous avez une approche en disant bah, le poker, même si je perds de temps en temps, ça m'est égal, que vous pouvez pas essayer d'améliorer et de vous donner des objectifs. Ça peut toujours être intéressant à faire. Voilà, donc là, je prends juste un petit exemple pour essayer d'illustrer le principe de la variance et de l'importance d'avoir une bankroll et une bonne gestion de bankroll. Donc là, c'est une capture d'écran du Chartscope de Kid Bull, donc qui est David Iquitai. Là, je pense vraiment que tout le monde connaît. Dès que vous vous intéressez un minimum au poker, c'est un joueur de l'équipe Pro Winamax, un des meilleurs joueurs du monde. Et donc là, c'est l'évolution de ses résultats uniquement sur Winamax en ligne, donc depuis le départ, donc ça fait des années. Donc bon, c'est une courbe. On voit que sur le long terme, c'est un joueur qui est évidemment gagnant. Donc il a gagné 260 000 € depuis le départ. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est ici, je vous ai fait un petit zoom. Donc il y a la courbe qui descend légèrement. Bon, ça a l'air de rien comme ça, parce que on est sur du long terme. Encore une fois, c'est très important. Le poker, c'est un jeu de long terme. Donc ici, on voit qu'il avait, au 14 janvier 2020, 286 000 €. 3 mois plus tard, 255 000. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il a perdu 30 000 € en l'espace de 3 mois. Ce qui est évidemment colossal, et on parle d'un des meilleurs joueurs du monde. Donc en fait, tout le monde, sur une courte période de temps, et encore 3 mois en perdant 30 000 €, ça fait un petit peu mal. Après, même s'il joue une mise moyenne de 158 €, 30 000 €, ça fait quand même mal. Donc même les meilleurs joueurs du monde peuvent être impactés par la variance. Donc c'est là que la bankroll va être primordiale. Et donc juste, il y a un site qui, si vous connaissez pas, qui s'appelle primedop.com, qui permet de simuler les effets de la variance. Faut juste que vous rentriez une ou deux informations. Et à partir de là, ils vont vous dire, ben voilà, en règle générale, voilà ce qui peut se passer dans certains scénarios si vous perdez pendant plusieurs semaines de suite ou des choses comme ça. C'est super intéressant, ça permet de bien comprendre les impacts potentiels de la variance, donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Donc ensuite, quelle gestion de bankroll adopter? Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la gestion de bankroll, ça s'exprime en nombre de buy-in. Donc si on reprend l'exemple de Davidi Iquitai tout à l'heure, donc il joue une mise moyenne de 158 € et il a perdu 30 000 €. Donc là, il a perdu à peu près 180 buy-in en l'espace de 3 mois. Donc ça veut dire que si sa gestion de bankroll, c'était d'avoir 150 buy-in, il aurait perdu de l'argent à un moment, enfin il aurait plus assez pour jouer, il aurait été obligé de faire un versement. Donc, encore une fois, là on se focalise sur ses résultats sur winamax.fr, il a évidemment des gains autres, donc ça s'applique pas dans un cas réel, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Donc là, en l'espace de 3 mois, il a perdu 180 buy-in, donc techniquement il lui faut plus. Ensuite, quelle gestion de bankroll adopter? Comment on choisit? Est-ce qu'il me faut 50 buy-in, 100 buy-in, 150, 200, 300? Déjà, ça va dépendre de l'impact de go broke, l'impact de faire faillite. Si ça vous est égal de faire faillite parce que de toute façon vous remettrez de l'argent plus tard, bon, vous pouvez adopter une gestion de bankroll qui va être très loose, on va dire. Par contre, si une fois que vous avez tout perdu, vous savez que vous ne pourrez plus jouer pendant peut-être 1 mois, 2 mois avant d'avoir suffisamment d'argent à remettre pour jouer les limites qui vous intéressent, là vous avez plutôt intérêt à prévoir une bankroll beaucoup plus élevée. Et dans tous les cas, ça peut être intéressant de prévoir dans votre gestion de bankroll la possibilité de faire des shots dans les limites supérieures. Donc si vous jouez habituellement les tournois 2 et 5 € par exemple, essayez de prévoir aussi le fait de pouvoir jouer un 10 ou 2 10 de temps en temps. Ça peut toujours être intéressant, ça vous fait progresser, ça vous donne des objectifs, et c'est rassurant de l'avoir intégré dans votre gestion de bankroll. Alors moi voilà ce que je recommanderais, donc c'est très très tight. Alors pourquoi? Donc il y a 2 raisons. La première, c'est comme je disais, j'ai pas envie de faire de versement sur un site de poker, donc si jamais je perds tout, il faudra que je reparte des free rolls, et j'ai vraiment pas envie de le faire. Donc j'ai plutôt intérêt par rapport à ça d'avoir une gestion de bankroll très tight, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de buy-in dans ma bankroll. La seconde raison, je pense que ça dépend de chacun, c'est votre appétence au risque. Si ça vous perturbe pas plus que ça de redescendre et qu'il vous reste que 10, 20, 30 buy-in parce que vous êtes suffisamment confiant que vous allez remonter,
Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir moins de buy-in et avoir une gestion de bankroll plus loose que la mienne. Si en revanche, le simple fait de perdre 5 buy-in, ça vous met des sueurs froides, ben, prenez quelque chose même d'encore plus tight. Là, ça dépend vraiment de chacun. En fait, le but de la gestion de bankroll, c'est vraiment d'être à l'aise et de pas avoir une peur, une peur de tout perdre. Le poker, c'est quand même un jeu qui est un jeu passionnant, mais un jeu qui est très exigeant, notamment d'un point de vue émotionnel, avec la variance. Euh, Quand vous perdez beaucoup, même sur des périodes assez courtes, ça peut être très éprouvant. Sans même parler de la possibilité de tout perdre. Donc si en plus vous rajoutez une peur de tout perdre, ça peut influencer votre jeu, et normalement ça va pas être en bien. Donc voilà, c'est vraiment un moyen de se sécuriser. Donc il faut quand même vous écouter là-dessus, quoi. Donc moi ce que je recommanderais, donc c'est sur les double or nothing 50 buy-in. Alors là c'est vraiment très très large, surtout si vous jouez les plus petites limites, les 50 centimes et les 1 euro, parce qu'il y a très peu de variance sur les double or nothing. Donc dès que vous jouez pas trop mal, c'est quasiment impossible de tout perdre. Donc je pense que vous pouvez même descendre à 30, ça devrait aller. Mais bon, voilà, j'ai préféré mettre 50 histoire d'être sûr. Cash game, je l'ai beaucoup moins joué, donc je vous mets l'information que j'avais trouvée, à savoir avoir 100 buy-in. Après, voilà, j'ai pas assez d'expérience là-dessus, donc je vous laisse voir. Et pour les MTT, je conseille sans problème 200 buy-in. Voilà, là, si on reprend toujours l'exemple de David Iquitai plutôt, il a perdu 180 buy-in en 3 mois. Donc bon, alors certes, il joue à des limites très hautes qui font que quand on joue contre des très bons joueurs, la variance est plus rude. Malgré tout, si un joueur de son niveau arrive à perdre 180 buy-in, je pense qu'on peut considérer que tout le monde peut le faire, donc 200 buy-in, ça me semble être serein. Après, il y en a d'autres qui conseillent 150, même 100 buy-in. Voilà. Encore une fois, ça va dépendre de plein de critères, donc je vous laisse juger. Alors, juste 2 précisions qui sont logiques, mais qui me semblent importantes. La première, c'est que avoir une bonne gestion de bankroll, ça permet de vous protéger que partiellement contre le risque de cobroc. Donc, c'est vraiment dans le pire des mondes, si tout se passe mal, même avec 200 buy-in sur les MTT, pas de chance, vous pouvez tout perdre à un moment donné, parce que la variance est vraiment trop forte, c'est pas de bol, et donc dans ce cas-là, il aurait fallu avoir 300 ou 400 buy-in. Donc voilà, ça protège pas à 100%. Et la seconde, c'est que tout ça, ça s'applique aux joueurs gagnants sur les limites qu'ils jouent. Si vous êtes un joueur perdant, quelle que soit votre gestion de bankroll, vous allez toujours tout perdre. Donc là, vous pouvez avoir une bankroll management de 600 buy-in. Si vous êtes moins bon que le reste du field, vous allez toujours tout perdre. Ça prendra plus ou moins de temps selon les circonstances, mais vous allez toujours tout perdre. Donc c'est pas parce que vous avez d'un coup 10 000 euros à mettre sur un site de poker que vous pouvez aller jouer les 50 euros directement. Non. Alors à quel moment monter de limite ça, je pense que c'est un petit peu comme le nombre de buy-in qu'il faut pour la gestion de bankroll. Ça va dépendre beaucoup de vous. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se sentir à l'aise. Alors moi, par exemple, là, j'ai une bankroll qui me permet de jouer un buy-in moyen de 6 euros, je pense. Et je suis à peine à 4, parce que je joue que très peu de 10 euros, je m'y sens pas assez à l'aise encore. Et je pense que j'ai clairement pas le niveau pour être gagnant sur les 20 euros. Apparemment, il y a quand même une grosse différence de niveau entre les 10 et les 20. Donc, pour l'instant, je suis satisfait et je me sens bien. Et je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire et j'apprends beaucoup de choses sur les limites auxquelles je joue. Après, à l'inverse, si jamais vous vous emmerdez royalement sur des limites, même si vous n'avez pas atteint le montant nécessaire pour monter de limite, voilà, vous pouvez toujours essayer. C'est pour ça aussi que c'est important de faire des shots sur les limites supérieures pour se tester un petit peu et voir si ça vaut le coup de monter. Donc la gestion de bankroll, encore une fois, c'est quelque chose qui est censé vous mettre à l'aise. Si ça vous crée plus de frustration qu'autre chose, il faut juste la repenser. Donc le tout, c'est de le faire de la manière la plus objective possible. Donc à l'inverse, il ne faut pas hésiter à redescendre de limite aussi. Moi, à titre d'exemple, quand je jouais les double or nothing, j'ai jamais perdu plus de 2 jours de suite, et j'étais gagnant sans problème jusqu'aux 3 euros. Et quand je suis passé aux 5 euros, j'ai perdu 3 jours, ou 4 jours, je crois, sur la première semaine. Alors je pense que j'étais relativement à l'équilibre à la fin de la semaine, mais malgré tout, il y a quand même eu une grosse différence.
Et j'ai commencé à me prendre la variance en fait en pleine gueule. Jusque-là, avec les double or nothing, je l'avais pas ressenti. Là, je l'ai prise en pleine gueule. Ça a fait tout drôle. Et là, je suis direct repassé sur les 2-3 euros. Et j'ai conservé toujours, parce que ma bankroll le permettait, j'ai toujours conservé 1 ou 2 5 euros en même temps pour me permettre de me faire la main, de progresser, sans être complètement submergé par le fait d'avoir beaucoup de variance qui m'arrive dessus. Donc voilà, vraiment, faut pas hésiter à redescendre et être attentif au fait de, voilà, là, je me sens pas bien. Donc ça veut pas dire qu'il faut abandonner de suite et redescendre dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal. C'est juste d'avoir la lucidité de se dire, tiens, il y a peut-être un truc qui déconne, il faut que j'y réfléchisse à froid, quoi. Alors maintenant, on va voir comment suivre sa bankroll. Alors, c'est extrêmement simple, étant donné que la bankroll, en fait, c'est les fonds qui sont disponibles pour le poker, donc normalement, ça se suit assez bien. Alors, peut-être que c'est possible sur d'autres rooms de le suivre avec un tracker qui est vraiment un outil génial, mais qui est incomplet pour moi pour la bankroll management. Alors si je prends l'exemple de Winamax, donc encore une fois c'est peut-être pas le cas sur d'autres rooms, mais Winamax n'exporte pas les primes gagnées dans les tournois KO, et donc du coup on n'a pas tous ces gains, donc du coup c'est complètement incomplet et on peut pas gérer sa bankroll là-dessus. Euh, Ce que je conseillerais sinon c'est avec ou sans tracker, un bon fichier Excel, ça permet très facilement de suivre sa bankroll. Et donc un sujet distinct mais qui est quand même un peu lié à la gestion de bankroll, je trouve, c'est le fait de suivre ses résultats. Surtout sur les MTT, vous allez rarement jouer, si vous faites un minimum de volume, vous allez rarement jouer tout le temps le même buy-in par exemple, vous allez jouer du 2, du 5 et du 10. Le fait de suivre ses résultats et de voir à quel point on est performant sur les 2, sur les 5 ou sur les 10, ça peut être très important dans la gestion de bankroll. Ça peut vous éviter de prendre des mauvaises décisions parce que vous pouvez avoir l'impression que vous avez le niveau parce que vous avez un bon ROI et que vous avez la bankroll nécessaire pour vous mettre à jouer que des 10 euros par exemple. Mais s'il faut, en fait, dans vos résultats, sur les 10 euros, vous avez un ROI de moins 50% et vous allez vous faire cartonner dès que vous allez les jouer. Dès que vous allez jouer que ça ou alors monter de limite moyenne. Donc c'est important de suivre ces résultats également pour sa gestion de bankroll, pour anticiper en fait les downswings. Alors un downswing c'est quoi? C'est juste une période pendant laquelle on perd plus d'argent que d'habitude. Et donc c'est justement pendant cette période qu'il est important d'avoir une bankroll suffisamment élevée pour pouvoir faire face aux pertes qu'on va essuyer. Donc concernant le suivi de la bankroll et des résultats, alors je vais vous montrer rapidement comment suivre les résultats sur un fichier Excel. Après c'est libre à chacun de faire un petit peu ce qu'il veut. Donc pour ce qui est du suivi de bankroll, c'est très basique, donc je vous renvoie au tableau précédent qui montrait les 3 différents types de profils, sans versement, avec un versement initial ou avec des versements réguliers. Parce qu'en fait c'est juste un fichier Excel qui reprend ça, donc c'est tout simple. Juste pour le suivi des résultats, là je vous montre le mien sur donc le suivi de mes résultats sur Winamax. Là en l'occurrence c'est pour le mois de janvier, donc il n'y a pas énormément de volume. C'est juste pour vous montrer un petit peu le principe et éventuellement qu'est-ce que ça permet d'identifier. Donc sans rentrer dans les détails, vraiment je vous mettrai le fichier en lien avec la vidéo. Donc ici vous copiez juste vos résultats sur le site de Winamax. Donc là il y a les bounty parce qu'il faut aller les récupérer directement sur le site, c'est pas dans les fichiers d'historique. Ça prend 3 minutes par semaine à faire, il y a juste à copier-coller dans le fichier. En jaune, c'est juste les informations qui sont calculées automatiquement, donc il y a juste à copier ici. Et du coup, ensuite, ce qui va être intéressant, c'est les résultats. Donc après, vous faites les tableaux que vous voulez pour pouvoir faire l'analyse que vous souhaitez. Là, il y en a 3, par exemple, qui peuvent être intéressants pour essayer d'identifier un problème lié ensuite à la gestion de bankroll. Ça va être les 3 premiers, celui-ci, celui-là, et enfin celui-là. Donc ici, c'est le détail tournoi par tournoi. Donc on va retrouver quels sont mes gains et surtout quel est mon ROI. Donc j'ai parlé du ROI tout à l'heure, je crois que je ne l'ai pas défini pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Return on Investment. Donc en fait c'est votre rentabilité sur les tournois. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc si par exemple je prends cette ligne sur les deep stacks, ça veut dire que j'ai une rentabilité de 10% environ, une rentabilité positive de 10%. Ça veut dire que en moyenne, quand je vais jouer un deep stack à 10 euros, je vais gagner 1 euro. Voilà. Ici, sur le Desperado, ça veut dire qu'en moyenne, quand je vais jouer, donc c'est un buy-in 5 euros, je vais perdre à peu près 2,50 €. Donc voilà ce que ça nous dit le ROI, et le calcul est très simple, c'est
quels sont vos gains, divisé par quelles sont la somme des buy-in que vous avez. Donc là, pour les deep stacks, j'en ai eu pour 317 € de buy-in, j'ai eu 34 € de gains, en net bien sûr, donc j'ai eu 350 € de gains en tout, donc du coup ça me fait 34 net, donc 34 divisé par 317 fois 100, ça fait 10,87. Donc voilà, c'était juste pour clarifier l'interprétation et le calcul du ROI. Voilà, donc ce premier tableau, il peut être intéressant parce qu'il peut permettre de regrouper, de regrouper certains tournois sur lesquels il y a peut-être un problème, je suis peut-être pas assez bon, ou je suis peut-être très bon et j'ai intérêt à en jouer plus. Donc ici, il faut affiner l'analyse. Par exemple, le derby, un ROI de 377%, je ne l'ai joué que 12 fois, donc c'est juste parce que j'ai fait une grosse perf dessus, ça veut pas dire grand-chose. Par contre, là sur les Monster Stacks, c'est toujours les mêmes tournois, je peux voir que sur le mois de janvier, j'ai pas été très bon. Donc là, pareil, il faut relativiser, il vaut mieux mesurer une échelle de temps bien plus longue. Il n'y a pas assez de volume sur un mois pour définir qu'il y a un problème au niveau d'un tournoi. Après, moi, j'ai ce même fichier depuis le départ et à l'année, donc là, ça donne des informations plus intéressantes. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Deuxième analyse qui peut être possible, c'est en fonction du type de tournoi, bien sûr. Est-ce que c'est un KO, un satellite, un tournoi standard? Et là, ça peut vraiment orienter votre choix, votre sélection de tournois, et du coup, ça peut améliorer directement votre bankroll, surtout si vous envisagez de monter et de jouer plus d'un certain tournoi parce que vous préférez. Par exemple, les tournois KO, c'est super sympa à jouer, mais s'il faut, vous êtes super mauvais. Donc déjà, ça peut vous permettre d'identifier un leak dans votre jeu et d'essayer de le corriger. Et surtout, si vous rajoutez des tournois à buy-in plus élevé, allez pas le faire en priorité sur celui sur lequel vous êtes perdant. Et un troisième tableau, c'est l'analyse la plus basique dont je vous parlais au départ, c'est juste par analyse de buy-in. Donc sur les free rolls, sur les 1, 2, 5 et 10 €, voilà quels sont les différents ROI. Donc là par exemple, sur un mois, encore une fois, c'est pas très parlant. Là par exemple, j'ai moins 27% sur les ROI, alors que sur les 5 €, pardon, alors que je suis gagnant sur les autres. Si ça avait été l'inverse et sur une durée plus longue, si par exemple j'avais perdu que sur les 10 €, clairement ça voudrait dire que je ne peux pas envisager de jouer des tournois à plus haut buy-in. Je suis déjà largement perdant sur les 10 €, je suis bon sur les 2 et les 5, alors ça m'empêche pas de jouer quelques 10 € de temps en temps, mais c'est pas pour autant que je dois basculer complètement sur du 10 €, sur un buy-in moyen à 10 €, et encore moins intégrer des 20 €. J'estime que quand j'ai un échantillon de tournoi suffisamment important, tant que je ne suis pas assez bon sur le 10 €, tant que je suis perdant sur les 10 €, j'ai aucune raison d'aller passer sur les 20, à part pour me faire un plaisir de temps en temps, mais j'ai aucune raison d'être gagnant sur les 20 alors que je ne le suis déjà pas sur les 10. Donc voilà un petit peu ce qui est possible de faire comme analyse, et en lien avec la gestion de bankroll bien sûr. Et donc dernière précision par rapport à ça, suivre et gérer sa bankroll, il doit y avoir un but en fait. Le but c'est d'identifier un problème ou un risque éventuel et de le corriger. Si derrière vous vous dites que tout va bien, et vous vous convainquez que tout va bien derrière et que de toute façon vous allez gagner, de toute façon vous allez vous refaire, ou de toute façon vous allez pouvoir refaire un versement, enfin honnêtement, il n'y a pas de souci, mais vous emmerdez pas à faire une gestion de bankroll, parce que vous allez perdre du temps pour rien, quoi. Donc voilà, si vous mettez en place une gestion de bankroll, il faut qu'il y ait un objectif derrière. Voilà, donc pour conclure, c'est une première vidéo très théorique, mais sur un sujet qui à la fois m'intéressait et à la fois sur lequel j'étais sûr à 100% d'avoir une légitimité sur ce dont je parlais. Parce que je suis parti de zéro et que j'ai monté à la bankroll que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc c'était ce qui m'était le plus à l'aise en tout cas pour une première vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire si ça vous a plu ou pas plu, et surtout en fait ce qui vous a plu ou pas plu. Moi j'ai vraiment envie d'en faire d'autres, aucun agenda pour l'instant, donc si jamais ça vous a plu, que vous voulez que j'en fasse d'autres sur des sujets, des formats, n'importe quoi, n'hésitez pas à m'en faire part. Et comme je disais un petit peu en début de vidéo, si vous êtes motivé pour du coaching gratuit, donc voilà, encore une fois, vraiment pour des joueurs débutants ou qui jouent vraiment plus basse limite, n'hésitez pas. Voilà, donc si je récapitule, pour augmenter sa bankroll en partant de 0 €, alors la première chose, c'est évidemment de commencer par les free rolls. La deuxième, en tout cas c'est mon conseil, c'est de passer sur les double or nothing qui ont une variance assez réduite.
Ensuite, vous pouvez passer sur votre format de prédilection, le format de votre choix, soit du cash game, soit sur les MTT, parce que vous allez être limité au bout d'un moment sur les double or nothing. Voilà pour les formats, et ensuite c'est très important de bien suivre sa bankroll et ses résultats pour faire les choix optimaux et éviter les downswings qui vont nous faire go broke. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine.